Parmi tous les plus grands responsables d'État de l'histoire de France, on retrouve le cardinal de Richelieu, le cardinal Mazarin ou encore Jean-Baptiste Colbert. Mais il en manque un, à l'époque de Henri IV. Il s'agit de Maximilien de Béthune, dont on a une statue devant l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire de Maximilien de Béthune, dit le duc de Sully. Maximilien de Béthune, appelé aussi le duc de Sully, naît au château de Rosny-sur-Seine le 13 décembre 1559. Il est tout d'abord élève au collège de Bourgogne à Paris, puis en 1572 il échappe au massacre de la Saint-Barthélemy et il devient le compagnon du roi Henri III de Navarre, futur Henri IV de France. Il le suivit durant toutes ces guerres. En 1576, il combat dans les armées protestantes de Hollande pour récupérer le vicomté du Gard, dont il n'avait pu hériter de son parrain, son grand cousin Maximilien de Mélin d'Épinay, un catholique convaincu. En 1583, au château de Bontin, le seigneur de Rosny épouse la princesse capétienne Anne de Courtenay la Fierté-Loupière, dame de Bantin et de Beaulieu en Auvergne, une riche héritière. Des spéculations commerciales très heureuses, comme le commerce de chaux pour l'armée, voire les dépouilles des villes prises par les protestants, l'enrichissent en peu de temps. En 1580, il devient chambellan ordinaire, puis membre du conseil de Navarre. Il est chargé des négociations avec le roi de France Henri III, en vue de poursuivre une lutte contre la Ligue catholique et les Guises. Néanmoins, le traité de Nemours, signé en 1585, rapproche le roi de France des Guises aux dépens du roi de Navarre. En 1587, il combat aux côtés de Henri de Navarre à Coutras, puis devant Paris, ensuite à Arques en 1589, puis à Ivry en 1590 où il est blessé. En 1591, alors qu'il se rend à Chartres pour appuyer Henri IV au siège de la ville, il est de nouveau blessé par une balle qui lui traverse la gorge en tombant dans une embuscade près de Mantes. Devenu veuf, il épouse en 1592 Rachel de Cochefilet, fille de Jacques de Cochefilet, seigneur de Vauclans. Entre-temps, le roi Henri III de France est assassiné. En 1593, Sully conseille à Henri IV de se convertir au catholicisme afin de pacifier le royaume, mais refuse lui-même d'abjurer. Il négocie alors le ralliement de quelques chefs de la Ligue, parmi lesquels le marquis de Villiers, le duc de Guise et le cardinal de Bourbon. Lors du siège d'Amiens de 1597, il s'illustre à nouveau à la tête de l'artillerie. Henri IV comprend tardivement qu'il peut confier les finances du royaume à l'homme qui administre si bien ses propres affaires. Il le nomme en 1596 au Conseil des finances, puis vers 1598 surintendant des finances. Sully remet alors de l'ordre dans les comptes, procède à un assainissement de la monnaie. Il crée en 1601 une chambre de justice destinée à lutter contre les malversations financières. Il est important d'évoquer les conseillers brillants de Sully, comme l'économiste Barthélemy de la Fémas, qui développe les manufactures et l'artisanat et donne un coup de pouce à l'industrie de la soie en France en faisant planter des millions de mûriers. Sully fait rentrer un arrêté fiscal considérable, paie d'énormes dettes équivalentes à 30 millions de livres, suffit aux dépenses de guerre en Espagne et en Savoie et à l'achat des places qui restent encore aux mains des chefs ligueurs. En 1598, Sully fait annuler tous les anoblissements décrétés depuis 20 ans. Il supprime les petits offices de finances et judiciaires. Il crée de grands approvisionnements de guerre, lutte contre l'abus et les prodigalités et amasse un trésor de 300 000 livres tournois par an, soit 4 millions d'euros actuels, tout en diminuant les impôts. Il fait restituer au roi une partie du domaine royal qui lui avait été aliéné. L'arrivée en Europe des métaux précieux américains depuis le début du siècle a permis à Sully, comme à ses prédécesseurs, de bénéficier de rentrées fiscales. Mais lui va rééquilibrer le budget et faire des économies. Il se fait nommer gouverneur de la Bastille en 1602, où il entrepose une partie du trésor royal qui s'élève à 12 millions de livres. Aux environs du 25 août 1600, devant la guerre franco-savoyarde, le roi Henri avait envoyé le duc de Sully visiter plusieurs citadelles qui étaient investies. Sully vint coucher à Bourg-en-Bresse, où il fut bien accueilli par Biron. Le jour de son départ pour Lyon, Sully reçut un avis qu'un groupe de 200 hommes ennemis venait d'arriver dans un château proche du lieu où il devait passer la nuit. Sully demanda à Biron de lui donner une escorte jusqu'à Lyon. Biron donna comme escorte ses propres gardes qui accompagnèrent Sully jusque Villars où l'escorte le quitta. Je fis recharger mes mulets, fis encore 4 lieues et ne m'arrêtai qu'à Vimy, où je me crus en sûreté. Le doute que j'avais que Biron avait entrepris de me livrer au duc de Savoie se changea alors en certitude. 3 heures après que je fus parti de Villars, les 200 hommes vinrent fondre sur la maison où ils croyaient que j'étais et parurent très fâchés
d'avoir manqué leur coup. Le 29 août, Sully est à pied d'œuvre lors du siège du château de Charbonnières, en tant que grand maître de l'artillerie de France. Il fut aussi gouverneur de Mantes et de Jargeau, gouverneur de Figeac, Capdenac, Cardaillac en Quercy, gouverneur du Poitou et surintendant des bâtiments entre 1602 et 1621. La palette est instaurée en 1604 pour instituer l'hérédité des offices et augmenter les recettes de l'État. En 1599, il est nommé grand maître de l'artillerie de France et grand voyer de France, c'est-à-dire responsable des routes royales, des alignements urbains, des places publiques et de l'embellissement en général. Grâce à ces nominations, les routes principales sont retracées, remblayées, pavées et rendues carrossables. En prévision des besoins en construction de la marine, il fait planter des milliers d'ormes aux abords des routes, les fameuses ormes de Sully. Dans le même objectif, Colbert fera planter 40 ans plus tard des dizaines de milliers de chênes pour la marine française, ce qu'on appelle la Grande Réformation. Mais il est opposé au développement des colonies en Outre-mer, qu'il juge trop coûteuses. Ainsi, à propos de la Nouvelle-France au Canada, il écrit en février 1608 au président Pierre Janin, l'un des protecteurs de Samuel de Champlain, « La conservation et possession de telles conquêtes, des établissements français en Amérique, comme trop éloignés de nous et par conséquent disproportionnés au naturel et à la cervelle des Français. » Il encourage surtout l'agriculture. Et oui, on est à l'époque d'Olivier de Serres, le père de l'agronomie française. Son encouragement se manifeste par la phrase célèbre « Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée, les vraies mines et trésors du Pérou. » Dans ce but, il proclame la liberté du commerce de grains et abolit un grand nombre de péages qui sont autant de barrières entre les provinces. Il ouvre de grandes voies de communication. Il fait également creuser, en tant que capitaine des canaux de France, plusieurs canaux dont le canot de Bircar, qui relie la Seine et la Loire, commencé en 1604 et terminé en 1642. Visionnaire, il va pousser les paysans à produire plus que nécessaire afin de vendre aux autres pays. Il veut la réussite économique du pays. Afin d'atteindre cet objectif, il décide d'augmenter la surface cultivée en faisant assécher des marais. Afin de les protéger du fisc, il interdit la saisie des instruments de labour et accorde aux paysans sur les arriérés de la taille leur impôt. Il va aussi faire cesser la dévastation des forêts, étendre la culture des vignes, etc. En tant que surintendant des fortifications, il fait établir un arsenal et renforce les frontières. En 1606, il est nommé duc de Sully et acquiert la même année le château de Montrand, le rénove entièrement pour en faire la plus forte place de Berry. D'ailleurs, tout au long de sa vie, en enchaînant les différents postes, Sully amasse une très grande fortune. Mais sa vie va être marquée par un événement tragique. Le 14 mai 1610, alors qu'il est souffrant, que le roi, désireux de lui rendre visite à son domicile, est assassiné en chemin par François Ravaillac. Il était devenu impopulaire, même parmi les protestants et auprès des paysans qu'il avait dû accabler d'impôts pour faire face aux dépenses en vue de la guerre contre l'Espagne. Bref, après l'assassinat d'Henri IV en 1610, il est nommé membre du conseil de régence et prépare le budget de 1611. En complet désaccord avec la régente Marie de Médicis, il démissionne de ses charges de surintendant des finances et de gouverneur de la Bastille. Il conserve cependant le gouvernement du Poitou. En 1616, il abandonne la majorité de ses fonctions et vit désormais loin de la cour, d'abord sur ses terres de Sully, puis surtout en Quercy, tantôt à Figeac et plus précisément à Cadenac-le-Haut, tantôt sur sa seigneurie de Montricot, à quelques lieues de Montauban. Il se consacre à la rédaction de ses mémoires, mais reste très actif sur le plan politique et religieux. Son fils cadet, François de Béthune, comte d'Orval, est le gouverneur de Figeac, place de sûreté calviniste. En 1621, il intervient au conciliateur et intercède en modérateur dans les luttes entre les protestants français et la royauté après les 96 jours du siège de Montauban par Louis XIII entre 1627 et 1628, lors du siège de La Rochelle et avant la reddition de Montauban. Proche du réseau diplomatique du cardinal de Richelieu, il est nommé maréchal de France en 1634. Il décède au château de Villebon en Eure-et-Loire le 22 décembre 1641. On peut quand même dire que Sully a permis à la France de se remettre dans le droit chemin. Plusieurs fois, la France a failli disparaître ou perdre en rang, mais elle a pu continuer à rayonner grâce à des personnages comme celui-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu et à vous abonner pour en avoir d'autres. À la prochaine.